Monsieur Jacques, quand vous avez entamé votre carrière professionnelle, est-ce que vous aviez comme objectif, entre autres, de faire partie un jour d'un gouvernement? En fait, je peux dire que je n'ai pas particulièrement ambitionné d'entrer dans un gouvernement. Et du reste, la fonction gouvernementale ne m'attirait pas beaucoup. Je pensais plutôt investir de ma personne dans d'autres tâches, d'autres missions qui recueillent beaucoup plus de contact avec les peuples directement, comme des fonctions enseignantes ou des fonctions parlementaires, que d'embrasser des fonctions de type gouvernemental. Et c'était tout simplement parce que je n'étais plus membre du Parlement à la suite d'un coup d'État que j'ai accepté, en fin de compte, d'être membre d'un gouvernement. Mais si j'avais à choisir entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, je n'hésiterais pas un seul instant. Je serais parlementaire. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette vocation. Et quelles sont les autres raisons qui vous ont poussé à accepter? Bon, je crois que dans la vie, il faut essayer de remplir des missions lorsqu'on peut le faire. Je sais très bien que je peux remplir une fonction de membre du gouvernement en tant que ministre. Je sais que je peux être Premier ministre. Je sais que je peux gérer un État en tant que chef d'État, président de la République. Et je sais que je peux être parlementaire. Comme beaucoup d'autres personnes s'y sont essayées, mais avant moi, et en même temps que moi. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne tenterai pas aussi de faire l'expérience. J'ai donc accepté, parce que je me suis dit, bon, tout compte fait, il faut voir de ce côté-là qu'est-ce qu'on fait et comment on peut servir son pays et comment on peut enrichir l'expérience qu'on est en train d'acquérir. Alors je suis allé donc servir mon pays en tant que membre de gouvernement et puis aussi pour tenter l'expérience gouvernementale. Voilà. Permettez-moi d'entrer un peu dans l'anecdotique et de vous demander de me raconter votre première journée de ministre. Bon, ma première journée a été pour moi une surprise et puis elle a été pour moi pleine d'étonnement par rapport au comportement humain. D'abord, j'avais été consulté avant d'être nommé ministre. Et je peux même dire que la consultation a duré longtemps, puisque pendant au moins une année, bref, disons pendant au moins une dizaine de mois, le chef de l'État, le président Barré, qui m'avait nommé ministre, pendant donc au moins une dizaine de mois, il m'est talonné pour que je puisse accepter d'être membre du gouvernement. Je vous rappelle qu'il a fait son coup d'État pour renverser notre troisième République le 27 janvier 1996.
Et depuis cette date-là, il n'avait pas cessé de me demander de venir occuper une fonction, un poste dans le gouvernement. Et j'avais refusé. Tant que c'était son régime d'exception, qui a existé de la fin du mois de janvier 1996 à son élection et son investiture en tant que président de la République en juillet puis en août 1997, je n'avais pas accepté. Et même lorsqu'il avait été déclaré, je dis déclaré, avec tout ce que cela comporte comme charge de responsabilité politique. Lorsqu'il a été déclaré président de la République élu et investi dans ses fonctions, bon, il avait continué encore à me talonner et j'avais toujours continué à refuser. Puis il y a un certain nombre de concours de circonstances qui ont fait qu'à la fin du mois de décembre 1996, finalement j'ai accepté. J'avais accepté un jeudi dans la matinée et la nomination est intervenue le samedi d'après à midi. Alors je disais que j'étais surpris et j'ai été étonné du comportement humain. J'étais sur cette terrasse, là où vous me voyez, avec quelques parents et amis. Et lorsqu'à 13h, il a été publié la liste des membres du nouveau gouvernement, cette maison a été envahie par des gens. Parmi ces gens, il y avait des connaissances, anciennes et nouvelles, et il y avait aussi des gens que je ne connaissais pas du tout. Alors, il y avait tout un monde, et ce monde-là n'a pas cessé de me fréquenter tant que j'étais membre du gouvernement. C'est là la surprise et aussi l'étonnement par rapport au comportement humain. Cet opportunisme des hommes. Je ne sais pas si les caractéristiques des Africains ou si les spéciales aux Nigériens, mais en tout cas il y a ça. Lorsque vous êtes au pouvoir, brutalement vous êtes adulé et vous êtes fréquenté même par des gens qui n'ont jamais voulu vous fréquenter ou même par des gens qui vous détestent. Ça c'est un. Et dans le cadre de cette fréquentation, vous avez les diverses sollicitations. J'étais à peine nommé ministre vers 13h. Qu'avant 15h, il y avait des gens qui étaient là déjà pour me demander de leur donner de l'essence ou pour leur donner de l'argent. Comme si le fait que j'ai été nommé ministre tout de suite, ça fait pleuvoir sur ma tête des milliards et des milliards de francs CFA. Voilà encore le genre de comportement surprenant que nous avons dans ce pays. Des gens qui pensent que la fonction gouvernementale procure des biens, de l'argent, de l'aisance, de l'abondance. Et puis, pratiquement, cette fonction ministérielle, elle fait descendre sur vous tous les biens de la terre. C'est absolument surprenant de la part des Nigériens et peut-être même de tous les Africains. Cela est peut-être le fruit d'un certain nombre d'expériences que ces gens-là ont vécues. Ils ont vu peut-être à travers la vie de la République du Niger que les membres du gouvernement ont toujours eu une certaine aisance. Je ne sais pas. Et comment du reste les membres du gouvernement peuvent brutalement comme ça s'enrichir parce que tout simplement ils sont devenus membres du gouvernement. Et même dans le cadre de l'exercice de leur fonction, comment par la suite ils deviennent riches. Je ne comprends pas comment, et je n'ai pas encore compris comment, à moins qu'ils soient des voleurs. Bon, et puis, c'est quand même curieux qu'on puisse imaginer que quelqu'un qui a été nommé ministre à 13h puisse disposer de l'essence et de l'argent à 14h, à 15h, à 16h, etc. Alors qu'il est là assis et qu'il n'a pas bougé. Hein, du salon à partir duquel où lui-même il a écouté la radio prononcer son nom en tant que ministre. Je crois que c'est surprenant ça. Et
il faut nécessairement retenir cela dans le comportement des Nigériens et peut-être essayer même de pousser les choses pour faire des investigations ou des études pour voir à peu près qu'est-ce que c'est que ce phénomène. Par la suite, j'ai eu quelques semblants d'explications dans le sens suivant. On me disait que dans le temps, sous le régime d'exception de Kounché, dès qu'on nommait quelqu'un ministre, on lui donnait une grosse enveloppe pour pouvoir s'habiller, habiller sa famille, changer de look et puis essayer de s'équiper. Et il semblerait même qu'on donnait au nouveau ministre jusqu'à la concurrence de 10 millions, 15 millions, 20 millions de francs CFA, quelque chose comme ça. Je ne témoigne de rien, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu les gens raconter. Mais moi, en tout cas, au moment où je suis entré dans le gouvernement du président Barré, personne ne nous a donné un franc pour faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vu de ce point de vue, je crois que la fonction ministérielle était absolument pour moi exécrable. Je peux même dire que je me suis appauvri dans l'exercice de mes fonctions gouvernementales. Je suis resté 11 mois membre du gouvernement. Et bien pendant ces 11 mois-là, je n'ai fait que détruire, non pas mes économies, parce que je n'en avais pas, mais je n'ai fait que détruire même le capital de matériel que j'avais. Le jour où je suis devenu ministre, cette maison était en construction. J'ai disposé de 7 millions de francs CFA qu'un ami m'a donné pour terminer cette maison. Mais du jour où je suis devenu ministre, mais cet argent a fondu comme neige au soleil, ou comme beurre au soleil. Et ça a fondu tout simplement sous le coup de sollicitation des gens qui pensent que les ministres ont de l'argent. Et puis voilà. Et je n'ai pas vu au niveau de ma gestion gouvernementale quoi que ce soit qui puisse me rapporter quoi que ce soit comme argent que je devais donner aux gens. Et d'ailleurs, en tant que membre du gouvernement du président Barré, nous étions très mal payés. Théoriquement, je crois qu'on devrait avoir dans les 350 000 à 400 000, théoriquement. Mais on s'est toujours retrouvé avec moins de 200 000 francs, compte tenu de tous les impôts qu'on payait sur ce revenu-là. Et pendant plusieurs mois d'ailleurs, moi j'ai touché moins de 100 000 francs CFA par mois. Et puis ensuite, même quand on allait à des missions à l'extérieur du pays, c'était la croix et la bannière pour qu'on puisse décrocher la petite enveloppe d'avance des frais d'émission pour aller à l'extérieur. Il m'est arrivé d'aller en mission à l'extérieur et d'emprunter de l'argent avec des commerçants et ne même pas pouvoir rembourser cet argent après. Il m'est arrivé, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de la Technologie, d'aller en mission et d'emprunter de l'argent avec l'association des étudiants nigériens de l'université de Niamey. Et je vous précise même que c'était une mission que j'avais accomplie en Libye à la tête d'une délégation de 7 personnes pour aller discuter d'abord de la SINSAD et puis de la SINSAD, la communauté qui regroupe les pays qui se partagent en commun le Sahara. C'était au moment où on discutait de la création de cette communauté. Et en même temps, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, je devais négocier avec mon homologue libyen pour obtenir des bourses que j'avais obtenues d'ailleurs. Et c'est pour la première fois que le Niger a obtenu des bourses à Libye et qu'il envoyait des étudiants. Et bien, je vous assure qu'au moment où je partais accomplir cette mission, j'ai été obligé d'emprunter de l'argent, 1 million de francs CFA, avec le bureau de l'Union des étudiants de l'université de Niamey. Alors, vous voyez cette catastrophe. Un membre du gouvernement qui a été obligé de se faire aider par des étudiants pour aller à l'extérieur.
Bon, c'est peut-être la situation du Niger qui l'exigeait, ou qui a conditionné cela, mais c'est quand même triste. Ensuite, toujours dans l'exercice de la fonction gouvernementale, j'ai constaté que au Niger, on n'a pas de la notion d'État. La notion d'État et la notion de fonction étatique. D'abord, il n'y a absolument aucun respect de la fonction étatique et de la fonction gouvernementale particulièrement. Que sont les ministres par rapport au chef d'État? Que sont les ministres par rapport aux membres de l'administration qu'ils dirigent? Que sont les ministres par rapport aux parlementaires? Et que sont les ministres par rapport à toute la société civile et politique qui les entoure? Eh bien, on peut dire qu'un membre du gouvernement, face à un président de la République, n'est pas particulièrement bien respecté. Dans mes rapports personnels avec le président Barré, j'avais constaté qu'il respecte beaucoup plus ceux qui ne sont pas membres du gouvernement que ceux-là qui le sont. Et moi, personnellement, il m'a respecté beaucoup plus quand je n'étais pas membre de son gouvernement que quand je le suis devenu. Autrement dit, les ministres sont considérés peut-être comme des commis du président de la République, comme des obligés du président de la République, et il ne jugeait pas beaucoup de considération auprès de leur chef de gouvernement, parce que nous vivions dans un régime présidentiel. Donc il y a ça. En fait, il y a une dévalorisation de la personnalité même de l'homme membre du gouvernement par rapport au président de la République. Et puis ensuite, on se rend compte que l'exercice du pouvoir n'est pas si simple que cela, parce que ce chef du gouvernement, ce président de la République, chef de l'État, qu'on aperçoit et qu'on croit être le père de la nation et le haut responsable de tout. Mais en fait, lorsqu'on pénètre dans le système, on peut se rendre compte que ce n'est pas lui qui gère effectivement le pouvoir. Et ce n'est peut-être même pas lui qui le détient. C'est peut-être un cas exceptionnel en ce qui concerne Barré, un militaire qui était arrivé au pouvoir à la tête d'une junte militaire. Laquelle junte militaire s'appelait le Conseil de salut national. Il avait donc des compagnons de lutte, des compagnons de son coup d'État. Il avait donc des gens auxquels peut-être il doit le fait d'être arrivé là où il est, en tant que chef de l'État. Mais en tout cas, j'ai constaté que l'effectivité du pouvoir n'était pas dans ses mains. Et lorsqu'on était en Conseil des ministres, l'effectivité du pouvoir n'était pas dans la salle du Conseil des ministres, mais elle était ailleurs. C'est-à-dire dans les mains d'un certain nombre de militaires qui tirent des ficelles. Et il n'y avait pas d'ailleurs que des militaires. Il y avait aussi des civils qui sont dehors, autrement dit en dehors de l'équipe gouvernementale, en dehors même de l'équipe du pouvoir, et qui tiraient les ficelles. Et c'était les véritables gestionnaires de l'État qui conseillaient le président de la République, ou même qui lui imposaient un certain nombre de politiques et un certain nombre d'actes politiques. Et nous, donc, en tant que membres du gouvernement, on n'était pratiquement que des comparses. Puisque lui-même, le chef de l'État, il était une sorte d'otage. Alors, nous qui étions sous ses ordres, on était encore beaucoup plus otages que lui. Puisque lui-même, il était un otage. Et qui n'était pas responsable de la gestion de sa propre politique. Et par conséquent, nous-mêmes, on ne pouvait pas être pleinement responsables. On ne pouvait même pas être responsable de la gestion de notre propre politique. Et j'ai eu dire un peu partout, avec mes collègues membres du gouvernement, les autres membres du gouvernement, que même les propositions de nomination ne relevaient pas d'eux. Mais ça, moi, je ne l'ai pas accepté. Dans la plupart des cas,
les ministres, au lieu de faire des propositions de nomination à des postes de responsabilité et de venir et exposer ces propositions-là en conseil de cabinet ou en conseil des ministres, non, les ministres étaient plutôt instruits eux-mêmes des propositions de nomination qu'ils devaient faire. Et les fonctionnaires qui étaient nommés connaissaient si bien le mécanisme qu'ils allaient voir les groupes de pression ou les personnes de pression pour pouvoir essayer d'arracher leur propre nomination. Et le ministre était pratiquement néant par rapport à ce processus de nomination. Il y avait beaucoup de ministres qui n'avaient pratiquement aucune autorité sur leurs subordonnés, parce que ces subordonnés n'avaient pas été nommés sur leur proposition, ils ont été nommés ailleurs par des plus forts que les ministres. Surtout dans le gouvernement dans lequel moi j'étais, qui était un gouvernement civil, d'un pouvoir civil et constitutionnel, mais pouvoir qui a suivi un pouvoir d'un régime d'exception. Eh bien, les militaires n'avaient pas encore quitté la scène politique. Entré sur cette scène le 27 janvier 1996, et l'ayant officiellement quitté en août 1996, moi, lorsque je suis entré dans le gouvernement, j'ai trouvé qu'en réalité, ils n'avaient pas quitté cette scène-là. Ils y étaient. Et qu'ils ont continué à gérer le pays, même pas à l'ombre, mais au vu et au su de tout le monde, derrière les rideaux. Alors, je crois que cela a été pour moi une triste expérience, puisque j'ai constaté de visu qu'il y avait des manipulateurs. Et ces manipulateurs, ce sont eux d'ailleurs qui ont fini par abattre le président Barré, qu'il manipulait au moment où il était même président de la République. Alors, de manipulation en manipulation, ils ont fini même par l'abattre. Alors, ça, je crois que ce n'est pas une expérience par rapport à laquelle il faut tirer des enseignements valables pour toutes les expériences possibles de l'action gouvernementale. Mais c'est quand même des expériences qu'il faut tirer par rapport à la gestion d'une équipe gouvernementale sortie d'un régime d'exception ou sortie en tout cas d'un processus de régime d'exception. Alors, je ne pense pas que cela doit être pareil lorsqu'il s'agit par exemple d'un régime véritablement constitutionnel. Bon, même là, hein, actuellement on voit ce qui se passe avec la Ve République. Les militaires qui ont abattu Barré et qui ont géré la transition de Wanké, ils sont encore sur la scène. Ils sont aussi puissants que sous leur propre régime d'exception. Autrement dit, dans notre pays et en Afrique d'une façon générale, la valeur constitutionnelle d'un régime, elle est toujours sujette à caution. Autrement dit, quelle que soit la nature civile, démocratique et soi-disant constitutionnelle d'un régime, on trouve toujours dans la pénombre et dans les coulisses des véritables acteurs, on trouve toujours des hommes armés. Et c'est bien triste pour notre démocratie. Voilà, ça c'est un pan de l'expérience que j'avais vécue. Et il y a l'autre pan qui est tout aussi important. C'est celui des relations entre les membres d'une même équipe gouvernementale. Et j'avoue que là, j'ai été désagréablement surpris de ne pas trouver dans la pratique ce que j'ai appris théoriquement et même ce que j'ai observé dans la pratique des autres. Je sais ce que c'est qu'un gouvernement, théoriquement, puisque j'ai quand même étudié le droit constitutionnel et même le droit administratif.
Et je sais à peu près comment doit fonctionner un gouvernement, puisque j'ai vu des tas de gouvernements fonctionner, et précisément des gouvernements français, bon, et même nigériens, et même des gouvernements d'autres pays. Et je sais que dans un gouvernement, il y a une hiérarchie. Il y a quand même le président de la République qui est chef de l'État et qui est président du Conseil des ministres. Même s'il n'est pas chef de gouvernement, il demeure toujours président du Conseil des ministres, mais le président de la République était chef du gouvernement dans lequel moi j'étais, puisque c'était un régime présidentiel. Et ensuite, tout de suite après le président de la République, il y a le Premier ministre, même si c'est dans un régime présidentiel, où le Premier ministre n'est pas chef de gouvernement, eh bien, il y a quand même un Premier ministre qui vient tout de suite après le président de la République. Et comme ça se passe en France, dans la théorie comme dans la pratique, il y a des ministres d'État, puis des ministres délégués, puis des secrétaires d'État. Ce n'est pas pour rien qu'il y a pratiquement toutes ces dénominations-là. C'est parce qu'il y a une différence dans les concepts. Un ministre d'État est quand même différent d'un ministre simple. C'est quoi un ministre d'État? Un ministre d'État est une personnalité politique qui occupe quasiment les fonctions de vice-premier ministre. C'est comme ça que ça s'est passé en France depuis la 4e République et dans d'autres pays. Et le ministre d'État ne détient pas qu'un simple portefeuille. Le ministre d'État a des activités qui embrassent de larges domaines. Et dans la théorie, le ministre d'État a autorité sur les autres ministres. Et il peut leur donner des instructions dans le cadre de ses propres attributions à lui et qui débordent sur les attributions des autres ministres. Et par conséquent, un ministre d'État peut convoquer des autres membres du gouvernement, n'importe lequel, et lui donner des instructions. Mais ça ne se passe pas comme ça au Niger. Un ministre d'État n'a absolument aucune importance. Peut-être l'importance protocolaire, mais cette importance protocolaire, elle vaut quoi? Elle ne vaut rien. Et d'ailleurs, elle n'est respectée que dans la salle du Conseil des ministres, avec les places réservées aux uns et aux autres. C'est tout. C'est tout. Ou à l'aéroport, ou dans des cérémonies, quand on aligne les ministres. Mais alors, quelle valeur cela a? Mais concrètement, dans la gestion gouvernementale, on ne sent aucune différence entre un ministre d'État, un ministre délégué et un secrétaire d'État. D'ailleurs, personne ne respecte cette hiérarchie. À commencer par lui, le président de la République, président du Conseil des ministres, chef de gouvernement. Et puis les autres membres du gouvernement. Et puis ensuite, les observateurs, c'est-à-dire le peuple. Et tous ceux qui sont appelés à utiliser les services de l'administration et de l'État. Il y a peut-être de temps en temps les diplomates qui font cas de cette différenciation entre ministre d'État et ministre. Mais le commun des mortels nigérien ne le fait pas du tout. Et à commencer par les membres du gouvernement eux-mêmes. Et d'ailleurs, les membres du gouvernement ont toujours eu tendance à se révolter contre l'action des ministres d'État. Et il y a eu beaucoup de ministres d'État qui ont rencontré des difficultés dans leur rapport avec les autres membres du gouvernement, en raison justement du non-respect de ces attributions de ministre d'État. Celui qui a rencontré le plus de difficultés, c'était le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Le professeur André Salifou, il était ministre d'État chargé des Affaires étrangères, de la coopération ou de je ne sais quoi encore. Mais en tant que ministre d'État chargé des Affaires étrangères, il avait quand même des attributions qui pouvaient déborder sur la plupart des autres départements ministériels. Et dans l'exercice de ses fonctions, il pouvait être amené à inviter le ministre des Finances à venir dans son bureau, à inviter le ministre de l'Agriculture, à inviter le ministre de l'Élevage, à inviter n'importe quel ministre qui se rendait à l'extérieur ou qui avait des relations avec d'autres gouvernements
il était donc habilité à le convoquer, à le faire venir dans son bureau et à lui demander des explications ou à lui donner des instructions. Ce qu'on n'acceptait pas au Niger. Et puis ensuite, il y avait beaucoup de difficultés dans les rapports entre les simples ministres et les ministres délégués. Dès qu'on voyait dans un gouvernement un poste de ministre délégué, délégué auprès du président de la République, délégué auprès du Premier ministre ou délégué auprès d'un autre ministre, mais tout de suite, on sent qu'on a créé des problèmes. On a créé des problèmes entre ce ministre délégué et celui auprès duquel on l'a délégué. C'est ainsi qu'il y a eu des tas d'histoires entre le ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de la coopération, le professeur André Salifou, et le ministre qui était délégué auprès de lui, le ministre délégué chargé de la coopération, qui tout de suite, dès le jour de sa nomination, n'avait pas avalé que lui, il soit sous les ordres de notre ministre, parce que ce ministre s'appelle ministre d'État. Et toute la suite de la gestion étatique a été pratiquement une série de confrontations entre les deux, entre le ministre d'État et le ministre délégué auprès du ministre d'État. Parce que le ministre délégué auprès du ministre d'État n'a jamais accepté, il n'a jamais intégré en lui-même que lui, il dépendait du ministre d'État. Il devait même dépendre d'un simple ministre, à fortiori d'un ministre d'État. Donc il n'y a pas cette compréhension du mécanisme de la fonction gouvernementale, il n'y a pas cette compréhension des diverses tâches des uns et des autres, compte tenu de leurs titres. Autrement dit, les titres n'avaient pas beaucoup d'importance pour la plupart, même des membres du gouvernement et pour la plupart même des autres citoyens. Et puis ensuite, il y a les rapports entre les membres du gouvernement et leurs administrations. Là encore, c'est une autre expérience qui est très intéressante à étudier, surtout dans des pays ultra politisés comme les nôtres. Quand je dis ultra politisés, je parle de ces pays où il y a plusieurs partis politiques, dans ces pays où l'exclusion en ce qui concerne la gestion de la chose de l'État est une règle, dans ces pays où les individus pensent que lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, ils doivent non seulement combattre le pouvoir, mais saboter et même faire saborder le pouvoir. Alors, là aussi, j'avoue que j'ai eu une expérience qui m'a donné à réfléchir. Parce que j'avais constaté à l'époque, et le monsieur qui est là à mes côtés et que vous voyez, c'était celui qui occupait les fonctions de chef de cabinet auprès de moi. Et bien j'avais constaté que beaucoup de fonctionnaires travaillaient beaucoup plus pour leur formation politique que pour l'administration, que pour l'État. Et à un certain moment donné, j'ai constaté que toutes les correspondances au niveau du ministère, qu'elles soient confidentielles ou non confidentielles, elles atterrissaient beaucoup plus dans des bureaux des partis politiques et dans des mains des hommes politiques que dans les mains du ministre. Les secrétaires, les dactylos, les plantons, et puis les rédacteurs de correspondance, eh bien, il y en avait beaucoup qui travaillaient beaucoup plus pour des personnalités qui sont extérieures au gouvernement que pour des personnalités qui sont à l'intérieur du gouvernement ou pour des personnalités qui sont à la tête du portefeuille ministériel. Alors, cette ultra-politisation de l'administration nigérienne est préjudiciable au tout des sens de l'État. Ce qui se passe ici au Niger, et dont la conséquence est l'exclusion. Parce que lorsque les ministres se rendent compte que les fonctionnaires de l'administration sont beaucoup plus, disons, ils ont beaucoup plus de rapports avec leurs adversaires qui sont à l'extérieur du ministère qu'avec eux,
et bien tout de suite, eux aussi, ils vont adopter des stratégies de conservation. Et c'est cela qui amène l'exclusion. Eh bien, ce qui se passe ici, et qui dénote d'un manque de sens de l'État, ça ne peut pas se passer en France. Ou dans d'autres pays européens peut-être. Je pense que dans un ministère français, je prends par exemple le ministère de la coopération en France, le ministère qui a des relations avec les pays africains, et, en bas du ministre, mais tous les autres fonctionnaires de l'État sont des militants de plusieurs partis politiques. Des partis politiques de la majorité comme des partis politiques de l'opposition. Mais en France, vous ne pouvez jamais sentir ça. Jamais. Tous les fonctionnaires vont travailler pratiquement avec la même conscience professionnelle. Ils vont travailler avec la même discrétion, ils vont travailler avec la même abnégation, ils vont travailler avec le même sens de l'administration, le même sens de l'action et du sens de l'État. Mais ici, non. Vous arrivez dans un ministère, tout de suite, vous allez comprendre quels sont ceux qui sont de la mouvance du président, de la mouvance du ministre, quels sont ceux qui sont membres de son parti, et à l'intérieur même de son parti, quels sont ceux qui sont membres de son clan à l'intérieur de son parti, à l'intérieur de la majorité, et quels sont ceux qui sont de l'opposition. Mais c'est quand même catastrophique, hein, cet éclatement de l'action étatique. C'est une sorte de balkanisation de l'administration étatique. Eh bien, c'est cette ultra-politisation que nous avons tendance à imposer à notre pays qui nous a conduit à connaître des situations comme ça. Et moi, je l'ai observé pendant le laps de temps où j'étais ministre. Et je vous rappelle que j'étais ministre d'État chargé de l'intégration africaine et nigérienne à l'extérieur du 21 décembre 1996 au 18 juin 1997. Puis à partir de cette date, j'étais ministre d'État chargé de l'intégration africaine toujours. Mais au lieu de Nigérien à l'extérieur, on m'a adjoint le département de l'enseignement supérieur de la recherche et de la technologie. J'ai conservé ce double ministère ou ce ministère jumelé jusqu'au 26 novembre de la même année 1997. Alors, là, évidemment, j'ai eu à gérer toute la gente estudiantine de notre pays. Et là aussi, j'ai eu une autre expérience. Et je vous dis tout de suite une triste expérience. La triste expérience que j'ai eue en tant que ministre de l'enseignement supérieur est la suivante. C'est que dans notre pays, les gouvernants ne se soucient pas du tout de la situation des étudiants. Et j'ai trouvé des étudiants nigériens de l'université de Niamey, comme des étudiants nigériens de l'extérieur, qui sont restés pendant toute l'année universitaire, 1995, sans avoir perçu un seul franc de bourse. Des étudiants des pays de l'ex-Union soviétique, des étudiants de tous les pays d'Europe, France, Belgique, Allemagne, Italie, etc. Des étudiants nigériens aux États-Unis, au Canada et à Cuba. Des étudiants nigériens dans des pays d'Asie, Arabie Saoudite, Koweït, Chine et autres. Des étudiants nigériens dans des universités africaines qui pendant toute l'année 1994-1995 n'avaient pas touché un seul franc de bourse pendant les 12 mois de l'année. Et lorsque l'année universitaire 1995-1996 s'était ouverte, année au début de laquelle il y a eu le coup d'État de Barré, et bien tout de suite, le problème des étudiants s'était aggravé. Et les mêmes hommes politiques qui, pendant toute l'année 1994-1995, n'avaient pas pu payer un seul franc des bourses des étudiants,
les mêmes personnes civiles, à la tête du gouvernement civil de la cohabitation, qui n'ont pas payé un seul franc de bourse à des étudiants, ce sont ces mêmes personnages qui se sont mis à pourfendre le gouvernement installé par Barré, à les dénoncer et à prendre cela comme prétexte pour pouvoir les faire chuter parce qu'ils n'avaient pas payé les bourses des étudiants. Et évidemment, avec les problèmes financiers qu'il y avait pendant toute l'année 95-96, autrement dit au moment où le président Barré était arrivé au pouvoir, là encore les étudiants nigériens n'avaient touché que 3 mois de bourse. Et ils ont touché ces 3 mois de bourse pratiquement à la fin de l'année. Donc quand moi je suis arrivé au gouvernement, à la fin du mois de décembre 1996, c'est-à-dire à la fin de l'année 1996, mais au début de l'année universitaire 1996-97, tout de suite j'ai compris ce problème et j'ai compris la misère dans laquelle les étudiants nigériens étaient plongés. Et ma fonction de ministre chargé de l'intégration africaine et nigérienne à l'extérieur m'a permis d'accomplir un certain nombre de missions au cours desquelles j'avais constaté la très grande misère des étudiants et la très grande honte dont le Niger était couvert. Parce que rien qu'à côté de nous ici au Mali, les étudiants nigériens étaient dans un bâtiment abandonné et dans lequel vivaient des ânes. Et certains d'entre eux n'avaient pas de chaussures. Et beaucoup d'entre eux ne pouvaient même pas se permettre un seul jour d'acheter un seul tube de pâte dentifrice et de brosse à dents. Imaginez donc même les conditions d'hygiène dans lesquelles ils étaient, ces étudiants-là. Et j'étais comme ça un peu partout. Et j'étais encore beaucoup plus scandalisé quand je me suis trouvé en France, où moi-même j'ai fait mes études. Je n'étais pas encore ministre de l'enseignement supérieur, mais quand j'ai constaté la situation misérable dans laquelle vivaient les étudiants nigériens en France, comme tous leurs camarades des autres pays, ils sont restés durant toute l'année universitaire 1994-95 sans avoir perçu un seul mois de bourse. Et pendant l'année universitaire 95-96, ils avaient eu droit à 3 mois de bourse. Ils étaient là donc misérables comme tout. Et ils étaient désemparés. Et ensuite, ceux qui étaient dans les pays d'Afrique du Nord étaient encore dans des situations beaucoup plus catastrophiques que ceux qui étaient en France. Parce qu'en France, on pouvait se permettre de trouver un petit boulot, même si c'est à Rungis, au Halles, ou dans une boutique pour pouvoir être un vendeur occasionnel. Mais là, en Afrique du Nord, quelles sont les perspectives de travail? Même leurs propres citoyens sont en train de s'exiler pour aller chercher du travail ailleurs. Et qu'est-ce qu'un étudiant africain va trouver comme travail au Maroc, en Algérie, en Tunisie, bon, à la rigueur en Libye, mais dans les autres pays? Eh bien, j'étais scandalisé de trouver la dangereuse situation dans laquelle les étudiantes du Niger étaient. Il y en avait qui ne faisaient même pas des études et qui passaient leur temps à aller tresser les cheveux des femmes arabes pour pouvoir avoir de quoi vivre. Alors voilà les conditions dans lesquelles je me suis retrouvé à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de la Technologie. Mais pour accomplir ma propre mission en tant que ministre, mais ce n'était pas facile. Et puisque dans une équipe gouvernementale, vous avez toujours d'énormes contradictions entre les ministres. D'abord, vous avez des contradictions absolument idiotes et des contradictions de base et qui découlent de la détermination même des attributions des différents ministres. Et lorsqu'il n'y a pas un arbitrage clair et sincère du président de la République, président du Conseil des ministres, et lorsqu'il n'y a pas un arbitrage du Premier ministre qui est le primus inter pares, c'est-à-dire le premier parmi ses égaux, lorsqu'il n'y a pas ces arbitrages-là, et qu'on laisse les ministres et les cabinets des ministres entre eux pour déterminer les limites de leurs attributions, eh bien c'est une catastrophe. C'est comme ça que vous avez des ministères qui restent, après la nomination du ministre, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans avoir des attributions précises, sans qu'en Conseil des ministres, le décret portant attribution des ministères n'ait été adopté. Parce que tout simplement, les ministres ne parviennent pas à s'entendre sur leurs propres attributions.
Alors là, vous avez cette pratique française et francophone que nous avons, elle est absolument préjudiciable au bon fonctionnement d'une équipe gouvernementale. Au niveau des anglophones, ce n'est pas comme ça. Et même dans les gouvernements des régimes passés, bon, ça a toujours été comme ça, mais quand même, il y a toujours un modulateur. Il ne faut pas laisser aux différents ministres la discrétion de déterminer leurs propres attributions. Ils ne parviendront jamais à s'entendre, ou en tout cas, ils s'entendront difficilement. Tenez par exemple, quand vous prenez un ministre de l'intégration africaine, en face un ministre des Affaires étrangères, de l'autre côté un ministre des Finances, de ce côté un ministre du Plan, et que vous mettez l'UEMOA au milieu d'eux, eh bien, qui c'est qui aura dans ses attributions la tutelle de l'UEMOA? Qui? Eh bien, dans notre pays, c'était le ministre de l'intégration africaine et de Nigérien à l'extérieur, le ministre de l'intégration africaine. Mais dans les autres pays d'Afrique, j'ai constaté que ça marchait très bien. Au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, il n'y avait pas de conflit d'attribution. Mais ici, au Niger, ça n'a jamais marché. Aucun ministre n'a laissé au ministre de l'intégration africaine la possibilité de gérer pleinement la tutelle de l'UEMOA qu'il avait dans ses attributions. Aucun. Ni le ministre des Finances, ni celui des Affaires étrangères, encore moins celui du Plan. Chacun voulait exercer des prérogatives qui ne sont pas les siennes, alors que textuellement, ces attributions-là relèvent de tel ministre. Alors, vous avez ce conflit de compétences qui ne sont pas petits dans le cadre des étincelles qui peuvent se produire au sein d'une équipe gouvernementale. Et ces étincelles peuvent devenir des grands incendies qui embrassent toute la flamme, toute la plaine. Vous avez ça théoriquement et vous avez ça aussi dans la pratique. Et cette sorte de concurrence, de compétition, de rivalité est attisée aussi par les fonctionnaires des ministères, qui sont là toujours jaloux de compétences de tel département et de tel autre, et qui sont capables d'organiser des batailles rangées autour de compétences de leur ministère. Regardez tout dernièrement la bête et horrible question qui s'est posée à propos de la gestion de la cure salée. Jusqu'à présent, la cure salée a été gérée par le ministère de l'Intérieur, ici au Niger. Et il y avait un moment sous la Première République où elle était gérée par le ministère des Affaires sahariennes et nomades. Et ce département ministériel a toujours été accolé à un autre. C'était un ministère qui était géré par une personnalité, le ministre Moudour, qui a toujours été ministre des Affaires sahariennes et nomades, quel que soit par ailleurs l'autre portefeuille ministériel qu'il gérait. Mais puis par la suite, c'était devenu un bureau du ministère de l'Intérieur et des Affaires sahariennes et nomades. Puis ça a disparu même en tant que bureau, et c'était le ministère de l'Intérieur qui gérait ça, et qui gérait la cure salée. Et maintenant, vous avez entendu ce faux débat déclenché par le ministre de l'élevage. C'est le ministre de l'élevage qui s'est là pour dire la cure salée, c'est moi. C'est mon département ministériel. Alors, au niveau du ministère de l'Intérieur, c'était le bras-le-bas. Toute l'administration du ministère de l'Intérieur s'est là pour dire non, nous n'allons pas accepter, nous, du ministère de l'Intérieur, qu'on nous arrache nos prérogatives. On va voir ce qu'on va voir, et la guerre, comment la guerre? Alors, c'est une gestion gouvernementale, ça. C'est catastrophique. Donc, il y a ici, au niveau de la fixation des attributions des uns et des autres, il y a vraiment de gros efforts à faire. Et il y a des responsabilités à prendre. Et il y a aussi des méconnaissances à pulvériser. Puisque les uns et les autres ne connaissent pas les limites de leurs compétences, les limites de leurs attributions. Et cela crée des conflits, et ces conflits sont préjudiciables à l'unité, à la solidarité de l'équipe gouvernementale. Voilà, j'ai aussi vécu ce genre de problème. Et ensuite, vous avez, dans le cadre de ce manque d'unité et de solidarité, les rapports de tous les ministres avec le ministre des Finances. Quoi qu'on dise, dans une équipe gouvernementale, le ministre le plus important,
Qu'il soit ministre d'État, simple ministre, ministre délégué ou même secrétaire d'État, le ministre le plus important, c'est celui qui détient le cordon de la bourse, c'est le ministre des Finances. La preuve, c'est que tout dernièrement, en France, le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, lorsque le poste de ministre des Finances était devenu vide et qu'il fallait le combler, Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, a accepté de démissionner de son fauteuil de président de l'Assemblée nationale, troisième personnage de la nation, après le président de la République et le président du Sénat, pour aller occuper le poste de ministre des Finances. Si le poste de ministre des Finances n'était pas important, pourquoi Laurent Fabius le préférerait à son fauteuil de président de l'Assemblée nationale? Bref, le ministère des Finances est important. Et il est important parce que lui, il a les moyens de sa politique. Mais il ne donne pas souvent les moyens de leur politique à ses collègues. Voilà encore un autre problème. Alors voilà encore ce genre de problème auquel on a à faire face lorsqu'on est dans une équipe gouvernementale. Celui des moyens face au ministre des Finances. Et lorsque vous avez un ministre des Finances qui est particulièrement bien écouté par le président de la République ou par le Premier ministre et qui se prend pour un personnage important, un personnage intouchable, là encore vous arrivez à la fin de toute la catastrophe. Autrement dit, vous avez des ministres qui ont les pieds et les